Bonjour et bonne année 2011. Aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est n'importe qui, alors c'est moi, Transpireman. Alors il va y avoir la critique du jeu Echochrome 2, suivi de Compiler, et enfin les sorties animé manga. Mais tout de suite, les news. Deux nouveaux personnages annoncés pour Marvel vs Capcom 3. Le célèbre pot pourri de Capcom comptera parmi ses troupes Agar et Phoenix. Mike Agar de la franchise Final Fight mettra à contribution ses muscles. D'après les vidéos disponibles, le maire de Metro City semble proche de Zangief dans ses shops. Phoenix des X-Men est télépathe à ses heures perdues et adepte de la télékinésie. Sa force de frappe ravira les amateurs de la première X-Woman. À l'heure actuelle, Marvel vs Capcom 3 propose 34 personnages. Les nouveautés de ce troisième épisode reposent surtout sur les combos aériens via un bouton sobrement baptisé Exchange. Grâce à ce dernier, vous balancerez votre adversaire dans les airs avant de l'enchaîner en solo ou en équipe dans des effets toujours aussi dynamiques et spectaculaires. Ce Marvel vs Capcom est attendu au tournant, autant pour son gameplay retravaillé que pour son casting. Mais avant de vous fondre dans les personnages sous licence Capcom et Marvel, il vous faudra encore un peu de patience. Marvel vs Capcom 3 sort le 18 février prochain sur 360 et PS3. On n'arrête plus les annonces de chiffres chez les développeurs d'outre-Atlantique. Après l'énorme succès du dernier Call of Duty, c'est Blizzard qui annonce sa réussite. Et c'est pas moins de 3,3 millions d'exemplaires vendus en 24 heures et 4,7 en un mois pour sa dernière extension de World of Warcraft. Cataclysme serait donc devenu le jeu PC le plus rapidement vendu de l'histoire, prenant le flambeau à son prédécesseur, Wrath of the Lich King. Mike Morhaime, le président de Blizzard, parle de l'extension la plus ambitieuse de la série, avec ses centaines de nouvelles quêtes et l'introduction de nouvelles zones. Peu avant le lancement de Cataclysme, WoW comptait plus de 12 millions de joueurs. Une position de force pour la série, que l'on voit mal se faire déloger de la première place avant un moment. But at last, the whole of Azeroth will break. And all will burn beneath the shadow of my wings. La date de sortie française des RPG Pokémon Black and White a enfin été annoncée. Ce sera le 4 mars 2011. Outre un monde toujours plus grand à explorer, le jeu bénéficiera de nouvelles créatures ainsi que de graphismes améliorés. Rappelons que la version Black and White de Pokémon s'est déjà écoulée à plus de 5 millions d'exemplaires au Japon. La date de sortie de Battlestar Galactica Online se précise à l'occasion du CES 2011 à Las Vegas. Toujours en phase bêta et prévu pour le premier trimestre de cette année, ce MMO basé sur la série diffusée sur Sci-Fi aura pour contexte les événements se déroulant durant la deuxième saison. On pourra y incarner au choix un humain ou un Cylon, plus communément appelés Fracking Toasters. Le jeu devrait proposer des phases de combats spatiaux bien évidemment, mais aussi des missions de collecte de minerais. Les joueurs pourront également remplir des quêtes fournies par les différents personnages bien connus des fans de la série, comme l'amiral Adama ou encore Starbuck. On espère simplement que Battlestar Galactica ne rejoindra pas les rangs des nombreux titres à licence ultra médiocre qui se servent des die-hard fans pour rentrer dans leurs frais. So say we all! C'était de bien belles news. Alors tout de suite, nous allons voir Echochrome 2, une critique faite par Anne, un jeu qui est basé sur l'ombre et la lumière, sur PS3 avec le PS Move. Alors moi, je suis plutôt, comme vous pouvez le voir, du côté de la lumière, étant donné que je suis nul dans Bitoman 3. Voilà. Alors tout de suite, la critique. On croise les doigts. En 2006, un étudiant japonais, Fujiki Jun, avait développé un moteur graphique nommé Ole Coordinate System pour le distribuer gratuitement avec un éditeur de niveau. Ce soft a beaucoup intéressé la branche game Yalose, faisant des jeux de Sony qui encourageaient les projets amateurs et indépendants.
C'est ainsi qu'en 2008, Japan Studio développa un jeu basé sur ce moteur, Echochrome, ou plutôt Mugen Kairo, le couloir sans fin au Japon. Dans ce titre au graphisme ultra épuré, basé sur les illusions d'optique, le joueur promenait un mannequin dans des structures inspirées par le peintre Escher. Le principe était, tout ce que l'on voit est tangible, ce que l'on ne voit pas n'existe pas. Sorti sur PSP et PSN, il a connu un add-on appelé EcoShift, mais sa suite n'a vu le jour qu'à Noël dernier sur le PSN. Toujours développé par Japan Studio et la branche PS Camp de Sony, nouveau nom de Game Yalose, le puzzle game propose cette fois un challenge différent entièrement basé sur la notion d'ombre portée, le tout jouable au PS Move qui fait office de torche lumineuse. Bravo. Si Echochrome 2, intitulé La boîte de l'ombre et de la lumière au Japon, ressemble fortement au premier épisode, la manière de jouer est radicalement différente. Certes, il faut toujours emmener un mannequin de bois d'un point A à un point B dans des parcours au décor spartiate, mais cette fois-ci, on ne contrôle plus l'angle de la caméra, mais l'angle de la source de lumière. Pour faire simple, le PS Move s'utilise comme une torche qui éclaire les blocs et le mannequin se déplace sur l'ombre de ceux-ci. Super. Les contrôles d'Echochrome 2 sont à l'image des graphismes du jeu, simple. Le PS Move fonctionne exactement comme une torche. On appuie sur un bouton pour allumer la lumière et on oriente le faisceau en bougeant. Le mannequin se déplace lorsqu'on allume la torche, sinon il attend. On peut aussi le faire marcher plus vite en appuyant sur triangle et c'est tout. Ce dernier avance toujours droit devant lui, comme un lemming, et ne peut marcher que sur les ombres. Si l'on met trop de temps pour finir un niveau, si on tombe dans le vide, que l'on sort de l'écran ou que l'on se retrouve écrasé entre des blocs, on doit recommencer le niveau depuis le début. Cela ne se traduit pas par la perte d'une vie, mais plombera le temps passé sur le niveau, le score du jeu. 3 modes sont proposés, escorte, écho et couleur. Dans le mode principal, escorte, il faut amener le mannequin vers la sortie en le guidant sur les ombres. Escalier, trampoline, trou, mais aussi tunnel, ces nombreux éléments que l'on découvrira ou que l'on créera grâce au faisceau de la torche ne manqueront pas d'aider ou d'entraver le joueur. De même, la sortie n'est pas indiquée et il faut la créer avec les ombres. Si les premiers niveaux sont archi simples, la difficulté augmente très rapidement. La route vers la sortie n'est pas complètement définie, on peut ainsi finir le niveau de diverses manières, le but étant de réaliser le meilleur temps possible. Autre petit bonus intéressant, selon la manière dont on éclaire la pièce, l'ombre des blocs peut prendre la forme d'un dessin à débusquer dans chaque niveau. Bravo. Outre le mode escorte, il est possible de faire chaque niveau dans les 2 autres modes proposés. Directement tiré du premier Echochrome, le mode écho demande de collecter tous les échos, c'est-à-dire des silhouettes disséminées dans le décor pour terminer le niveau. Splendide. Enfin, le mode couleur demande de colorer un certain pourcentage des blocs présents en faisant marcher des mannequins dessus. Ok. Plus que le simple mode, ces 3 manières de jouer pourraient constituer des jeux à part entière. Le titre dispose également d'un éditeur de niveau très complet. Comme dans le premier, on pourra créer des casse-têtes à l'envie, puis les partager avec ses amis ou défier la communauté des joueurs. Un des autres aspects par lequel Echochrome premier du nom s'est fait remarquer est sa bande-son, composée par Sakamoto Hideki et le studio Noisy Croc. Jouée par un quatuor à cordes et parfois des pianos, elle avait su renforcer le caractère atypique du jeu. Le même studio est toujours aux commandes, mais cette fois-ci une différence de taille est proposée. La bande originale du jeu n'est composée que d'une seule piste de 75 minutes. Cela a d'ailleurs valu à Echochrome 2 de figurer dans le Guinness Book comme la musique de jeu la plus longue. À partir du moment où on lance le jeu, la musique démarre et ne s'arrête pas même lorsqu'on recommence un niveau ou que l'on entre dans un menu, effaçant ainsi toute impression de répétitivité. Oui. Echochrome 2 est un jeu à part, se classant parmi les productions dites artistiques à cause de son aspect graphique et de sa musique inhabituelle. Bien qu'il soit moins stressant que le premier épisode, le titre reste relativement difficile. Oh non. Avec environ 80 niveaux à faire, de 3 manières différentes, plus l'éditeur de niveaux et les classements mondiaux, la durée de vie est quasiment infinie. Il s'agit aussi d'un des rares jeux du marché à tirer réellement parti du PS Move. Malgré son originalité et ses qualités, Echochrome 2 n'est pas un jeu d'un abord facile à cause de sa difficulté élevée qui risque d'en décourager plus d'un. Super. Mais il serait tout de même dommage de ne pas y jeter un coup d'œil car ce n'est pas tous les jours que de tels titres sont proposés. Bravo. Oh, que la vie est dure. Pourquoi tous les gens sont méchants avec moi, Sarah? Heureusement, il existe des gens gentils, comme Cyril et Compile. Et tout de suite, on regarde Compiler.
Oh, mes patates. La souris. Bonne année à tous. Bonne année, Compile. Bonne année Cyril. Dis-moi, elle est toujours en vente, l'écharpe ou pas? Oh oui, 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 bien sûr. Je pourrais en avoir une. Non, tu es une machine et tu n'as pas froid. Au contraire même, tu as tendance à chauffer du processeur. Ah mais tu comprends rien C'est pas pour avoir chaud, c'est pour avoir l'air classe. Comme toi. Bon, aujourd'hui nous allons parler de la souris. Ouh, ça existe depuis longtemps ça, dis-moi. Au moins depuis les années 80, avec le Macintosh d'Apple. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est facile, ça s'appelle une souris. Ça date donc d'un temps où les Français traduisaient tous les noms informatiques, puisqu'en anglais c'est mouse ou mice. Pas mal, pas mal. Mais malheureusement, tu te trompes. Le Macintosh est effectivement sorti en 1984 et c'était le tout premier ordinateur personnel à être vendu avec une souris. Et pourquoi ça n'existait pas avant? Parce que les ordinateurs personnels n'avaient pas l'interface graphique. Et quand il y avait besoin d'utiliser un périphérique de pointage, en général c'était plutôt un périphérique appelé crayon optique, qui permettait de pointer directement sur l'écran. Un crayon optique? Ça me dit rien ça existe encore? Non, parce que en fait c'était un peu de la merde. Et en plus ça ne marche qu'avec un écran cathodique. Mais bon, là où tu as tort, c'est qu'Apple avait déjà sorti un ordinateur avec une souris, le Lisa, en 1983. Oh le lourd, à un an près j'avais bon. Tu peux pas vraiment dire que je me suis trompé. Eh bien, si. Car avant ça, les chercheurs du laboratoire Park de Xerox avaient inventé un ordinateur très puissant pour l'époque, avec une interface graphique et une souris. Il s'agissait du Xerox Alto, sorti en 1973. Waouh, 1973. Grand-père n'était même pas né. Mais c'est vrai qu'on m'a dit plusieurs fois qu'au laboratoire Park, ils ont inventé plein de choses. C'est donc ces gens-là qui ont inventé la souris alors? Et non, j'ai même envie de dire méga boubou. En général, c'est la réponse qu'un geek moyen va te sortir, mais la souris existait déjà bien avant. Hein? Ne me dis quand même pas qu'elle a été présentée pour la première fois en 1968 quand même. Eh oui, je viens de checker Wikipédia. Je me ferai pas avoir une seconde fois. Ah salaud. C'est vrai que tu es multitâche. Bon, effectivement, elle a été présentée au public en 1968 dans une conférence qu'on appelle d'ailleurs la mère de toutes les démos. Car c'est dans cette conférence que beaucoup de concepts de l'informatique moderne ont été présentés pour la première fois. En fait, la souris a été inventée en 1963 par Douglas Engelbart, qui travaillait au Stanford Research Institute. Ils cherchaient à tester différents périphériques de pointage, et ils ont inventé ce système constitué d'une boîte en bois sous laquelle il y avait 2 roues pour détecter les mouvements. Et au-dessus, il y avait un bouton poussoir. C'est ce périphérique qu'ils ont trouvé le plus efficace en remplacement du crayon optique. Et le nom souris a aussi été trouvé à ce moment-là. Ça devait quand même pas être très pratique avec ces 2 petites roues. Et effectivement, ça a été amélioré et par la suite remplacé par une boule. Ceci dit, la boule à l'intérieur de la souris faisait bien bouger 2 petites roues aussi. C'est vrai, mais maintenant ce sont des systèmes de détection au laser ou par infrarouge. Mais même si la technologie a évolué, le principe reste exactement le même. Et c'est encore le périphérique de pointage le plus utilisé de nos jours, près de 50 ans après son invention. 50 ans? Putain, 50 ans? Je me rendais pas bien compte. 50 ans, c'est quasiment toute l'histoire de l'informatique. C'est énorme. Eh oui, c'est énorme. Mais désormais, la souris commence à être concurrencée par les systèmes à écran tactile, qui sont plus faciles d'accès pour les plus jeunes et les plus vieux. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours. Ça tourne. Alors, tout de suite, les sorties animés manga. Et pour l'occasion, j'ai mis mon plus beau costume d'Homère, oui, que de souvenirs, Bitoman 13. Je peux vous dire que là encore ça va, mais sous le cagnard, franchement, c'était pas du tout une bonne idée. Look, a shooting star. So, what did you wish for? That every day could be like this one. Oh, come here, you. 2010 aura été une année faste pour DreamWorks Animation. D'un côté, la sortie du film d'aventure Dragon, et de l'autre, les comédies plus classiques Shrek 4 et Megamind. Shrek 4, il était une fin, et donc logiquement le dernier volet de la série des Shrek, initiée par DreamWorks en mai 2001. Better out than in. Le film est sorti en DVD et Blu-ray début décembre 2010. Le premier film avait réussi à toucher plutôt juste par son approche caricaturant le style disneyen. Mais la déclinaison sans originalité de cette formule au fil des suites ont vite fait baisser l'intérêt de ces titres auprès du public. On
peut se dire aussi que le recours quasi systématique à l'humour facile, majoritairement basé sur l'American Way of Life, parle évidemment moins au public européen. Conscient qu'il était temps de passer à autre chose, le studio fondé entre autres par Steven Spielberg a décidé de conclure les aventures de l'ogre vert avec cet ultime chapitre. Maintenant marié à Fiona et père de 3 petits ogres, Shrek est lassé de son train-train. Il rêve du temps où il était encore respecté et craint des humains. Attends, je suis père de famille, je vais pas partir comme ça. Oh, mais c'est bien le plus beau, Shrek. C'est magique de A à Z. Ils verront pas que t'es plus là. Son mal-être ne passe pas inaperçu auprès de l'horrible lutin Tracassin. Enfin un ogre nouveau. Ce dernier lui propose alors un pacte magique. En échange d'un jour de son passé, l'ogre pourra redevenir le monstre effrayant qu'il était pendant toute une journée. Pris dans un paradoxe temporel, Shrek se retrouve coincé dans un univers parallèle où il n'a jamais délivré Fiona. Oh, j'en sais rien, un jour ou l'autre de ton passé, quand on a brûlé tes verrues, volé ton hamster, ou qu'un casse-bonbon a semé la zone dans ton business et pourri ton existence. Tracassin y règne en tyran sur le royaume de fort lointain. Les compagnons de l'ogre ne le reconnaissent plus et sa race est opprimée. Il ne disposera que d'une journée pour annuler le sortilège du nabo démoniaque. Ça fait beaucoup pour un seul ogre. D'un point de vue technique, la 3D est nettement plus élaborée que dans les précédents épisodes. Le transfert numérique HD fait honneur au travail réalisé sur les textures et l'animation. Côté doublage, on retrouve, DreamWorks oblige, un casting composé de stars. Mike Myers, Eddie Murphy et Cameron Diaz pour la VO. Pour la VF, ce sera Alain Chabat ou encore Pascal Légitimus qui s'y colle. Les suppléments proposés se classent en 2 catégories, les modules instructifs revenant sur le film et ceux purement marketing. On retrouve donc les traditionnels commentaires audio, des making-of sur les 4 volets et des scènes coupées. Une d'entre elles notamment est quasiment terminée. Elle fut finalement jugée trop effrayante pour le film. On s'interroge par contre sur la présence douteuse de certains bonus kitschissimes comme des images de la comédie musicale de Londres et bien d'autres. Mention spéciale au feu de cheminée virtuel complètement inutile et hors de propos la plupart du temps. Mais attention, ce petit bijou de 30 minutes est en HD, monsieur. Pour conclure, Shrek reste Shrek. On ne pourra que remercier DreamWorks d'avoir décidé de mettre un point final aux péripéties de l'ogre vert. Les éléments fantastiques insufflent encore un peu d'originalité à cet ultime volet, mais l'ensemble ne vole pas bien haut. Il ne pourra être conseillé qu'aux adeptes de comédie à l'américaine. Les autres devraient plutôt goûter à Dragon du même studio. Pour le coup, celui-ci vole bien plus haut qu'un ballet de sorcière. Wolfie, my angry wig. Nouveau titre de Mizuno Junko à paraître aux éditions IMHO, Pilou l'apprenti gigolo est le premier volume d'une série de 3 paru en 2003 au Japon. L'illustratrice et le mangaka est réputée pour son style graphique et ses scénarios à l'ambiance golo kawaii. Ce style mélangeant golo pour gore et kawaii pour mignon a longtemps été l'apanage de la production underground. Il a depuis été révélé au grand public par des artistes tels que Mizuno Junko par le biais d'expositions dans des galeries d'art contemporain ou à travers diverses collaborations dans la mode et d'autres médias. Ainsi, Mizuno a déjà travaillé avec Marvel et réalisé des pochettes de disques et autres objets dérivés. Outre ses travaux d'illustration, elle a également réalisé plusieurs mangas comme Pure Trains et des versions trash de célèbres contes de fées comme Cinderella, Hansel et Gretel et La Petite Sirène, et ce toujours avec sa patte mêlant influence psychédélique pop art et shoujo manga. Dans Pilou, on fait la connaissance d'une créature toute mignonne et douce comme une peluche qui décide de quitter sa planète entièrement peuplée de femmes après avoir découvert le secret de sa naissance. Grâce à Space Hippo, Pilou débarque sur Terre dans l'espoir de trouver une jolie épouse. On suit alors ses aventures au gré de ses rencontres amoureuses, rencontres qui vont se terminer invariablement de manière tragique, comme c'est le cas dans toutes les œuvres de Mizuno. Car si le graphisme est on ne peut plus mignon, chaque page verse au contraire dans le morbide et regorge de thématiques chères à l'auteur, comme l'érotisme ou l'addiction à la drogue et à la nourriture. Les histoires mettent en scène des filles complètement névrosées aux obsessions toujours plus meurtrières. En somme, on pourrait presque considérer ces mangas comme une version trash des shoujo des années 70-80.
Pilou est une œuvre que les fans de Mizuno Junko dégusteront avec gourmandise et qui pourra attirer les gens curieux de lire autre chose que des mangas mainstream. Cependant, il est évident que ce manga s'adresse à un public averti. Ne faites donc pas l'erreur d'acheter cet album pour l'anniversaire de votre petite sœur en vous fiant à sa couverture toute mignonne. Voilà, le 101% du vendredi, c'est terminé. J'espère que vous avez bien aimé l'émission. Quant à moi, j'ai réussi à faire des cosplays de Transpireman encore plus pourris que l'époque des Bitoman. Je pense que Costume Player va lancer une vendetta contre moi. Je remercie tout de même Lucie pour les perruques et je vous dis à bientôt.